Au webinaire sur les bases de connaissances, notre nouveau service en fait d'édition de bases de connaissances. Avant de commencer la rencontre, on tient à commencer par une reconnaissance territoriale. Vous êtes nombreux et nombreux dans la rencontre, donc on ne pouvait pas identifier l'ensemble des territoires. Mais les facilitateurs et IS de ce webinaire se situent sur le territoire traditionnel des Ganyan-Guéhaga. L'île appelée Montréal est connue sous le nom de Tiohtià:ke dans la langue des Ganyan-Guéhaga. Il a toujours été un lieu de rencontre pour d'autres nations autochtones, y compris le peuple Omamimini ou Algonquin. En tant qu'organisation qui vise à faciliter l'accès aux connaissances et à favoriser les échanges entre les personnes et les organisations qui créent une société plus équitable et écologique, on trouve ça vraiment important, crucial de reconnaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Désolée. Et on trouve qu'il est vraiment important de tenir compte des voix et des perspectives autochtones dans nos réflexions et nos actions. Euh, je vais vous partager une carte des territoires autochtones sur le chat. Puis on vous invite, si vous le souhaitez, à identifier l'endroit où vous vous trouvez dans le chat, si ça vous tente. Euh, et puis, on va passer à la slide suivante, Vincent. Ben, aujourd'hui, en fait, on est vraiment contente de vous accueillir. On veut vous présenter, en fait, on va faire une petite introduction de qui on est, Projet Collectif. On va présenter la base sur les bases de connaissances, euh, puis la plateforme Praxis sur laquelle sont hébergées les bases de connaissances en ce moment. Notre service d'édition de bases de connaissances, puis ben, c'est sûr, on veut vous entendre, on veut répondre à vos questions, donc il va y avoir une période de questions à la fin du webinaire. Alors, on est très excités de vous présenter aujourd'hui notre nouveau service d'édition de base de connaissances. On a beaucoup de contenu. On va essayer comme d'aller quand même assez vite. Puis, comme la présentation est enregistrée, on se disait que vous allez pouvoir peut-être la réécouter en vitesse 0.5 pour si jamais ça va trop vite. Ou en tout cas, retourner dans les sections. Puis, sachez que tout le monde qui est inscrit à ce webinaire-là va recevoir un courriel là, dans les prochains jours avec la présentation, l'enregistrement de l'information. Donc, il n'y a rien qui va être dit aujourd'hui qui va être inaccessible par la suite. Tout est documenté de manière ouverte. Alors, pour ceux peut-être, ceux et celles qui ne connaissent pas Projet Collectif, c'est un OBNL qui a été créé en 2021 et qui travaille à connecter les personnes et les savoirs pour une société plus collaborative et ouverte. Puis, on fait ça de plein de manières différentes, dont à travers de l'édition de connaissances, mais en plus de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui sur l'édition, l'équipe de Projet Collectif aujourd'hui, c'est 15 personnes qui travaillent à accompagner des projets de mobilisation des connaissances, soutenir des communautés pratiques, faire du renforcement de capacité en captation, documentation, animation, diffusion des savoirs, mais aussi des pratiques collaboratives dans différents écosystèmes. Euh, donc, on est heureux aujourd'hui de vous rencontrer, de vous partager ce qu'on fait plus sur le volet édition. Mais c'est une belle et grande équipe qui fait plein de choses aussi qu'on vous invite à découvrir sur notre site web. Puis, éventuellement, elle n'est pas encore prête, mais sur notre base de connaissances qu'on est en train de préparer, qu'on va sûrement lancer en 2025. Euh, on a, ben moi je me présente, Vincent Chapdelaine, je suis à la co-direction générale de Projet Collectif. On a, depuis le début de Projet Collectif, en fait, initialement, on n'avait pas prévu avoir une équipe d'édition. C'est vraiment en commençant à travailler, à soutenir les groupes dans la documentation de leur savoir, dans la mobilisation des connaissances, qu'on a réalisé que c'est intéressant d'avoir des personnes dans l'équipe qui vont travailler en soutien à travers toute la chaîne là, de production des savoirs. Mais ensuite, il y a un besoin qui a émergé très rapidement sur une réflexion sur comme un peu l'extra d'un processus de captation, de documentation. Comment on réfléchit les formats, les contenus, comment on s'assure que les connaissances vont être documentées d'une manière intentionnelle pour un public dans un objectif. Évidemment, on ne peut pas tout documenter quand on travaille dans des projets où on veut partager les savoirs. Il faut avoir une réflexion qui, qui est nul autre qu'une réflexion et un processus éditorial. Donc, de réfléchir à nos contenus dans une intentionnalité de partage pour rejoindre des publics et de trouver aussi des mécanismes pour que ces contenus-là soient les plus accessibles, compréhensibles, intelligibles possibles pour ces publics-là. Et ben, nous, on essaie aussi d'inscrire tout ça dans une réflexion sur la pérennité des connaissances, sur la pluralité des perspectives, des voix, sur tout ce qui est lié à l'accessibilité, à l'inclusion des savoirs. Donc, depuis déjà 2 ans, on a commencé à bâtir une équipe d'édition. Puis aujourd'hui, l'équipe d'édition est formée de 5 personnes. Donc, on n'aura pas le temps de tous se présenter en détail, mais vous allez nous entendre parler tout au long de la présentation. Mais aujourd'hui, aussi Frédéric, Véronique et Alice, qui sont nos 3 éditrices de savoir.
Puis Anne-Sophie, qui est agente de documentation, donc qui fait énormément de travail aussi dans le traitement des contenus, dans l'organisation des savoirs. Puis ben là, vous pourrez lire le petit texte plus tard, on va pas passer en détail, mais on tenait quand même à dire que notre équipe d'édition euh, est ouverte à offrir de l'accompagnement éditorial de différentes manières, sur différents formats. Donc, on travaille à soutenir des projets d'édition de savoir, oui, en numérique, oui, sur la plateforme Praxis qu'on va parler plus tard, mais pas que. Donc, on est là aussi pour accompagner des projets Il y a d'édition de connaissances. projet collectif qui... Ah, je vous invite à fermer votre micro. Je pense qu'il y a des micros ouverts en ce moment. Voilà. Donc, on bâtit une équipe d'édition qui est spécialisée en édition de savoir, de savoir ouvert, donc dans une perspective d'accès et de diffusion ouverte. Euh, je passe. On pourra en reparler dans la période de questions au besoin. Merci Vincent. Donc la base sur les bases, on peut déjà passer à la prochaine diapo. Donc qu'est-ce qu'une base de connaissances? C'est quand même une question importante. Ce qu'on entend par base de connaissances ouverte, ce sont des espaces sur le web qui permettent la découverte pour un ou des publics visés d'un corpus de savoir ouvert. Puis, pour le moment, dans Praxis, il y a 6 catégories possibles de bases de connaissances. Donc, on peut penser à des bases de connaissances thématiques, territoriales, organisationnelles, sectorielles, événementielles et, bon, générales, là, pour ne pas dire divers. Là, la question hein, qu'on se pose, parce que des fois, on a tendance à prendre ces deux termes-là, base de connaissances et base de données, comme des synonymes, mais c'est important de bien distinguer ces deux termes. Donc, base de connaissances, ça le dit, ça regroupe des connaissances, mais qu'est-ce qu'une connaissance? C'est une information qui est interprétée, qui est mise en contexte. Donc, c'est une information qui est comprise, qui a été assimilée, puis qui est utilisée, qui permet d'aboutir à une action. Alors que du côté de la base de données, ce sont des éléments bruts qu'on y retrouve, qui ne sont pas interprétés, qui ne sont pas nécessairement mis en contexte. Donc, on est plus dans la représentation d'une information. C'est ça, c'est comme ça qu'on distingue. Et là, on parle aujourd'hui, nous, de base de connaissances. La grande question, pourquoi créer une base de connaissances? On a 5 petites étoiles. Il y a certainement d'autres réponses à ce pourquoi, mais si ça peut créer des étoiles, des étincelles chez vous. Donc, pour regrouper, mettre en commun des savoirs, ça c'est pas mal la première raison, pour valoriser, faire rayonner les savoirs, pour rendre accessibles des ressources, des outils, des connaissances, pour faciliter la découvrabilité des contenus utiles et aussi dans une question de pérenniser les contenus, les savoirs, les outils. Donc, une référence utile. La base de connaissances, c'est une référence utile. Ça va être un lieu de rassemblement où on va trouver des savoirs structurés, organisés de façon intentionnelle. Donc, on va avoir réfléchi, c'est un processus. Et ça va se faire autour d'un objectif commun pour un ou des publics spécifiques. Puis, c'est un point d'entrée privilégié dans la navigation, la découverte de contenus de qualité. Donc, c'est des contenus vérifiés, édités, crédibles, qui sont endossés par des partenaires reconnus et légitimes. La base de connaissances, c'est également une ressource collective. Ça, c'est bien important pour projet collectif. Une base de connaissances, ici, c'est une ressource collaborative qui se veut utile, se veut rassembleuse et qui fait appel à l'intelligence collective pour permettre à différents acteurs risques de la société de mettre en commun des connaissances utiles au plus grand nombre. Donc, c'est un lieu où peuvent coexister et dialoguer différents points de vue, différentes pratiques de production de savoir. Donc, ça peut être des savoirs expérientiels, professionnels, universitaires, etc. Je l'ai mentionné rapidement en intro, mais on utilise Praxis, la plateforme québécoise de découverte pour héberger, pour élaborer des structurations de connaissances. Praxis, je ne sais pas si, peut-être que plusieurs personnes d'entre vous la connaissent, mais c'est une plateforme éthique québécoise libre et ouverte de savoir. Donc, c'est une plateforme où toute personne qui a envie de partager des savoirs peut aller créer du contenu sur la plateforme. Puis, les bases de connaissances, ben, c'est un peu en extension avec les formats qu'il y a sur Praxis que je vais vous présenter à la prochaine slide.
Mais au fond, si vous vous limitez à publier vos ressources, vos guides, outils et rapports sur votre site web ou dans votre infolette de vos réseaux sociaux, souvent, les outils qu'on crée vont finir par se retrouver dans nos drives, dans nos ordi et ne pas circuler, ne pas être découverts et utilisés par d'autres personnes, malgré le temps, l'effort qu'on y a mis pour changer. Donc, Praxis permet de lier puis de rendre accessibles des savoirs qui émergent à travers la société. En fait, je me suis mélangée dans mes slides, donc je vais reprendre rapidement. Sur Praxis, il y a le format, au fond, dans lequel on écrit, c'est des notes. On découpe le contenu en différentes notes, puis on peut les éditer, ben, en fait, les valoriser dans différents carnets. Donc, une note peut se retrouver dans plusieurs carnets différents. Attends, OK, oui, c'est bon, merci, Vincent. Puis, le contenu d'une note peut être variable, ça peut être des vidéos, du contenu texte, etc. Puis, toutes les notes sont liées entre elles par des liens, peuvent être liées entre elles par des liens qui sont affichés au bas de la note, comme vous voyez ici dans l'exemple. On a notre lien, mais on peut aussi lier une note à des organisations qui nous permettent d'avoir des réseaux de connaissances. Par exemple, ici, si on cliquait sur le gouvernement du Québec, on pourrait voir toutes les notes sur Praxis qui mentionnent le gouvernement du Québec. On peut aussi lier à un lexique qui est collectif, c'est-à-dire que tous les utilisateurs, utilisatrices de la plateforme peuvent eux-mêmes venir bonifier des définitions qui se trouvent dans le lexique collectif. Puis on peut identifier les termes. Donc, par exemple, si on parle de développement durable, ben, je peux aller cliquer aussi sur le terme de développement durable et voir toutes les notes sur Praxis qui ont été liées à ce contenu-là. Donc, ça nous permet vraiment de voir les réseaux de connaissances autour d'un objet, d'un sujet, d'une organisation, puis de créer des réseaux aussi en faisant parler les notes entre elles. Un peu loin, je n'ai pas suivi. Depuis le 24 octobre, donc c'est assez récent, Praxis héberge des bases de connaissances. Les bases de connaissances, ben, au fond, chaque base de connaissances, plutôt que d'être hébergée sur la plateforme Praxis de façon globale, chaque base de connaissances a son propre environnement dans Praxis, donc son propre visuel, sa propre couleur, puis est un environnement qui, même s'il est connecté au reste du contenu, demeure vraiment organisé, structuré, puis nous permet de découvrir des contenus qui sont plus structurés autour d'un certain objet, que ce soit une thématique, un événement ou une organisation. Donc, dans les bases de connaissances, on retrouve des carnets, et dans les carnets, on retrouve des notes. Mais l'ensemble de ces contenus-là sont liés à la base de connaissances. Et une même note peut se retrouver à la fois dans plusieurs carnets, à la fois dans plusieurs bases de connaissances. Idem pour les carnets. Sur Praxis aussi, une fonctionnalité qu'on peut utiliser, qui peut être ajoutée dans les bases de connaissances aussi, c'est la cartographie d'initiative. Donc, on peut facilement, il y a différents modes de visualisation. On peut voir les notes sous forme de linéaire, sous forme de vignette, mais aussi, si on les géolocalise, on peut le former facilement, avoir une vue carte, ce qui nous permet de cartographier puis de documenter les initiatives. Un carnet peut être intégré, bien ça, je l'ai déjà dit. Et puis, vous voyez maintenant, on arrive à la démonstration. Je vais laisser Vincent poursuivre. Parfait. Juste être sûr que je partage la bonne affaire. Bon, on va pas faire une longue démo parce que vous pouvez de toute manière vous-même aller sur Praxis et aller jouer dedans, mais des fois, tout devient plus concret quand on peut voir quelqu'un naviguer aussi dans le projet. Euh, donc, on va prendre, disons, comme exemple la base de connaissances qu'on a réalisée avec la Ville de Montréal pour la démarche Montréal en commun. Donc, vous voyez qu'il y a un environnement aux couleurs du projet, une façon de décrire le projet de base de connaissances, mettre en valeur les partenaires. Puis, ce que la fonctionnalité permet, c'est d'organiser un large corpus de carnets. En ce moment, il y a 19 carnets qui rassemblent 214 notes. Et les carnets sont organisés en catégories ou en sections ici. Donc, si on s'intéresse aux expérimentations sur l'alimentation, on peut voir les 6 carnets qui ont été créés autour de cette thématique-là. Puis, admettons qu'on s'intéresse au Salim, on va aller voir leur carnet. Puis, vous voyez qu'on garde le contexte de la base de connaissances dans la navigation. Et on peut ensuite voir les listes de notes, donc autant en vignette ou en liste ou en carte. Et ensuite, ben, accéder à une note en particulier, tout en gardant le contexte de la base de connaissances et visualiser les contenus. Donc, il y a du texte, de la vidéo, pour en savoir plus, toutes les notes reliées et un retour vers la base de connaissances si on le souhaite. Donc, on ne va pas passer plus de temps dans la démo, mais ça vous donne une idée un peu de... On essaie de trouver comment Praxis peut héberger, propulser une panoplie de bases de connaissances sur différentes thématiques, différents secteurs dans la société. Puis, chaque base de connaissances devient une porte d'entrée vers un corpus. Puis,
chaque base de connaissances s'appuie sur aussi l'ensemble de l'infrastructure de partage de savoir qui est Praxis, qui permet essentiellement de voir tout ça comme aussi un réseau de bases de connaissances. Donc, on pense que là, on en a 4 qu'on a publiés, mais imaginons une société où on en a des centaines sur toutes les thématiques, puis les acteurs, actrices de la société contribuent à la mise en commun des savoirs de cette manière-là. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie d'échafauder peu à peu. Je repartage la présentation. Euh, Notre service de base de connaissances s'adresse à différentes personnes, organisations qui peuvent avoir différents besoins, mais on s'est amusé à dégager des exemples qui vont peut-être vous interpeller. Dans quel contexte est intéressant de créer une base de connaissances? Ben, si vos savoirs sont éparpillés dans l'impôt nuagique, s'ils reposent dans les drives de différentes personnes passées, présentes à votre organisation, si la mémoire de votre organisation est dans la tête d'une seule personne qui est là depuis le début, depuis la fondation, puis qu'on s'inquiète des impacts du départ de cette personne-là, par exemple. Euh, Si ben, vous mettez en place une initiative innovante qui va générer beaucoup de contenu qui mériterait d'être rayonné, d'être partagé, d'être utile à d'autres, et que vous recherchez en fait une façon de le partager facilement. Si vous avez créé d'excellents guides, mais qui prennent la poussière sur votre étagère, vous dites, ah oui, en 2022, là, on avait travaillé là-dessus, c'est où déjà? Mais un cas qu'on voit souvent aussi, c'est Ginette, ou peu importe la personne de votre choix, qui reçoit des courriels chaque semaine de personnes du réseau qui souhaitent avoir accès à ces fameuses ressources et modèles en animation de communauté pratique. On sait qu'elle elle a ces outils-là, fait qu'elle reçoit des courriels à toutes les semaines pour les partager, même organisationnelle, par exemple. Si le aussi, d'autres cas qu'on peut voir, c'est si le moteur de recherche de Facebook ne permet pas de retracer tous les savoirs que vous avez partagés sur votre page organisationnelle depuis la fondation de Facebook en 2004, ou si tout simplement vos bailleurs de fonds exigent une stratégie de mobilisation des connaissances, puis que vous cherchez une solution, vous cherchez une façon de mobiliser les savoirs autour de votre projet. Voilà. Je passe la parole à Fred. Oui. Donc, quelles sont les conditions à réunir et puis les bonnes pratiques pour créer une base de connaissances? On en a dégagé quelques-unes, quelques conditions. Donc, que la portée puis les publics soient clairement circonscrits. On s'est dit que c'était super important de savoir à qui on parle. 2, des partenaires légitimes pour que la base de connaissances repose, que les savoirs reposent sur, que ça soit fiable. Le troisième, c'est une identité forte avec un nom, une identité graphique. Bien sûr, on va pouvoir vous accompagner là-dedans. Et le quatrième, c'est d'avoir une responsable ou des responsables pour que ces personnes-là soient clairement identifiées, puis que ça puisse rouler plus rondement comme projet. On a également dégagé comme condition d'avoir des savoirs valides, organisés, accessibles, que la base de connaissances, ce soit une contribution collaborative. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a aussi la stratégie pour rejoindre les publics et soutenir leur appropriation des savoirs, hein, parce que c'est bien de mettre en commun les savoirs, mais l'objectif ultime, c'est que ces savoirs-là servent et qu'ils soient appropriés. Ben voyons, j'ai de la misère avec ma phrase. Que les gens s'approprient les savoirs. Et il faut voir ça aussi comme une mise à jour en continu. C'est un work in progress. Alors, bon, comment on fait ça, une base de connaissances? Ça part par où? On s'en va dans quelle direction? On va vous guider un peu à travers les différentes étapes. Évidemment, on part du principe que chaque projet est unique. Tu sais, on a parlé de différents types de bases de connaissances. Vous pouvez en vouloir une pour votre organisation. Donc, tout comme on pourrait en imaginer une pour rassembler tous les savoirs autour de la sécurité alimentaire à l'échelle du Québec. Donc, il y a différentes échelles de niveau de complexité, mais on essaie de structurer un cheminement qui s'applique pas mal à l'ensemble des projets. Le point de départ, c'est ce webinaire aujourd'hui, où on apprend, on s'informe sur qu'est-ce qu'une base de connaissances. Donc, il y a toute la phase juste de découverte et d'information cette phase-là peut aussi être poursuivie dans des discussions avec nous, là, suite évidemment aujourd'hui, puis en tout temps, vous pouvez nous contacter, puis on peut avoir des discussions, donc, bien comprendre votre réalité. Mais pour simplifier le tout, on a un formulaire de soumission de dossier de projet court qu'on partagera là, à la fin de l'atelier dans le chat, mais qu'on va aussi vous envoyer par courriel. Donc, c'est un formulaire très court qui est
si vous avez juste une idée, une intention, une réflexion, mais aussi peut-être un projet plus précis, vous allez pouvoir nous l'envoyer, mettre ça dans la machine à travers ce formulaire-là. Euh, Puis, donc, nous, à Projet Collectif, on va prendre le temps d'analyser notamment les projets, les idées qui sont soumises, probablement prévoir des rencontres, vous demander un peu plus d'informations dans certains cas. Puis, on voit ça comme une boucle, en fait, d'évaluation préliminaire, donc, où on regarde avec vous là, les différents projets. Puis, on a, nous, avec l'équipe d'édition, des rencontres à chaque mois où on va analyser aussi des dossiers de projets de base de connaissances qui arrivent à nous. Et les projets qui nous semblent mûrs pour passer à une étape un peu plus concrète, on va pouvoir les accompagner dans l'étape qu'on appelle de pré-démarrage. Donc, souvent, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que les projets euh, sont bien définis, mais des fois, il faut faire un travail pour réunir les conditions propices à la réalisation des projets de base de connaissances. J'ai entendu un bizarre de bruit. Je sais pas si je sais, mais je continue. Donc, la phase de pré-démarrage, c'est une phase dans laquelle on se dit qu'on travaille ensemble, on crée une base de connaissances, mais des fois, il faut rassembler des partenaires, des fois, il faut rassembler du financement, des fois, il faut monter une petite équipe. Euh, donc, c'est la période plus ou moins longue, selon les cas, qui permet juste de bien planifier les choses puis rassembler les conditions nécessaires pour que le projet puisse voir le jour. Puis, ensuite, il y a ce qu'on appelle bon, le projet devient réactif. Là, on tombe en phase de réalisation, on n'est plus en pré-démarrage. Quand, des fois, on attend un financement, des fois, on fait juste bien paramétrer les choses puis on peut avancer. Puis, dans toutes ces étapes-là, nous, notre équipe, on est là pour vous soutenir, vous accompagner à travers toutes ces étapes. Donc, une fois que le projet est démarré, on peut vous accompagner notamment sur le volet éditorial. Donc, en fait, on va décrire un peu plus loin quel rôle on joue à cette étape-là. Euh, Puis, donc, il y a souvent une grande étape de réalisation initiale où on n'a pas encore lancé la base de connaissances initiale, où on va rassembler différents contenus, les mettre en forme, réfléchir au public. Puis, ben, vient le moment où on va lancer la base de connaissances. Puis là, contrairement à un lancement de livre, non, on fait le lancement, mais c'est pas la fin du projet parce qu'une base de connaissances va continuer à évoluer et on va pouvoir donc continuer à soutenir, souvent ben, dans un niveau beaucoup moins élevé. On essaie d'autonomiser au maximum les gens dans ces projets-là, mais on ne disparaît pas non plus pour, euh, pour l'évolution de la base de connaissances en tant que telle. Donc, notre formulaire ici sera partagé tantôt. On a un formulaire court, là, je veux juste qu'on trouve le bon lien, pas vous induire en erreur. Euh, donc, les bases de connaissances, les projets qu'on reçoit, on a à cœur que ce soit des projets qui sont bien circonscrits. Donc, on va quand même évaluer les projets en fonction de différents critères, dont la portée. Est-ce que les publics ont été clairement identifiés? Est-ce qu'il y a réellement des besoins d'accès au savoir de la part de ces publics-là? Euh, la légitimité, bon, c'est pas nécessairement le mot le plus. On a essentiellement ce qu'on veut ici, c'est s'assurer qu'il y a une certaine promesse qu'on fait au public que les contenus qui sont là sont légitimes, ont été produits par des personnes qui ont l'expertise et les connaissances pour produire ces savoirs-là. Évidemment, c'est pas à Projet Collectif de toujours évaluer la véracité des contenus, mais ce qu'on va faire, c'est accompagner les projets de base de connaissances, donc sectoriels ou thématiques, s'assurer que les acteurs d'un écosystème puissent participer au contenu de ces bases de connaissances-là, peut-être mettre en place des comités éditoriaux autour des projets. Évidemment, quand c'est une base de connaissances qui, pour votre organisation, votre projet ou votre démarche, ben, la légitimité est de facto un peu garantie, mais on t'assure quand même que le contenu est révisé puis crédible. Euh, Puis en plus, ben, il y a la question de la capacité. On ne veut pas lancer des projets qui manquent de ressources, ou tu sais, autant de votre côté que du côté des contributeurs, contributrices que vous voudriez mobiliser. On pense que c'est important de réunir les ressources qui sont nécessaires pour faire des projets de qualité. D'où la phase de pré-démarrage dont je parlais tantôt, où on étudie vraiment cette question-là. Donc là, la question que peut-être beaucoup de monde se pose, là, c'est ça coûte combien? Ça a l'air complexe, ça a l'air cher. Euh, Puis on a essayé, là, on savait que ce serait un point important à discuter aujourd'hui, mais la vérité, c'est que les projets sont tous très différents. C'est comme de dire ça coûte combien de produire un livre, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que de l'expérience des projets qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est souvent
ça demande de l'effort. C'est pas un projet simplement d'adapter 3-4 documents pour les mettre sur Praxis. C'est quand on parle de base de connaissances, on parle d'un corpus plus large, d'une ressource évolutive, souvent qui va mobiliser plusieurs parties prenantes. Et, euh, et donc, on doit s'assurer de bien évaluer l'effort qui est requis de votre côté, des parties prenantes que vous voulez mobiliser, puis aussi de notre côté, dans notre rôle d'édition pour vous soutenir dans ce projet-là. Donc, pour l'instant, on le voit vraiment comme des projets ad hoc. Chaque projet même si on a un cheminement qui est relativement similaire pour tout le monde, mais chaque projet est quand même unique, qui va être évalué puis discuté de manière au cas par cas. Euh, donc, nous, on va être là aussi pour vous aider à évaluer les coûts, vous soutenir aussi dans des démarches de financement que vous auriez peut-être à faire si vous n'avez pas les capacités financières à l'interne pour financer votre projet de base de connaissances. Malheureusement, il n'y a pas un programme de financement de toutes les bases de connaissances du Québec encore, mais ce qu'on voit d'habitude, c'est que les bailleurs de fonds qui financent vos organisations, vos missions, ont souvent à cœur et sont très sensibles au rayonnement des résultats de vos projets, de vos apprentissages organisationnels, et aussi beaucoup à la mutualisation des connaissances à l'échelle d'un territoire, d'un écosystème, d'un secteur, d'une thématique. Donc, il y a souvent beaucoup d'écoute de la part des bailleurs de fonds, mais c'est des projets qui travaillent et qui doivent aussi être bien présentés pour aller chercher du financement. Évidemment, il y a aussi beaucoup de projets, de programmes de financement existants qui s'attendent à ce que vous ayez une stratégie de mobilisation des connaissances. Puis là, je parle autant dans le monde de la recherche que dans le monde de la pratique terrain dans nos milieux. Alors, une base de connaissances peut être une superbe réponse à cette question-là de comment les savoirs sont transférés, comment ils vont être partagés et accessibles. Puis, la question aussi, c'est nous, à Projet Collectif, est-ce que ça coûte quelque chose qu'on vous accompagne pour vous aider à éditer votre projet de base de connaissances? Puis la réponse, c'est oui, parce on n'a pas des ressources illimitées, puis on veut aussi s'assurer que notre service d'édition en soi soit un pôle viable en santé financière. Donc, on est à but non lucratif, à Projet Collectif, mais on veut que notre service d'édition soit le plus possible dans une optique d'économie sociale autofinancée par son activité. Donc, il y a quand même plusieurs manières qu'on peut vous soutenir, puis notamment à travers les différentes étapes. Pour l'étape de pré-démarrage, c'est pas tous les projets qui vont avoir besoin qu'on soutienne beaucoup en pré-démarrage, mais il y a certains projets plus complexes pour lesquels l'expérience nous le montre. Là, il y a quand même un gros effort de réflexion, de clarification, de rédaction de demandes de financement, de mobilisation de partenaires. Donc, nous, on peut être là dans cette étape-là. Puis, on a à la fois des formules pour vous accompagner à cette étape-là sur une base mensuelle. C'est des projets plus longs dont la phase de pré-démarrage s'échelonne sur plusieurs mois. Ça peut être aussi des banques d'heures, des montants forfaitaires. On est très flexible pour cette phase-là. Mais on reconnaît aussi que parmi vous et dans la société, des acteurs actifs qui n'ont tout simplement aucun budget pour avoir du soutien en pré-démarrage pour un projet comme celui-là. Alors, on a créé un programme pro bono pour pouvoir accompagner à la hauteur de notre capacité un certain nombre de projets de base de connaissances portés par des mouvements sociaux, des collectifs, des organismes communautaires, des acteurs qui ont moins de moyens, mais pour lesquels, évidemment, c'est très important qu'on les oublie pas dans l'effort de mise en commun des savoirs au Québec. Alors, peu importe votre niveau de capacité financière, on vous invite à nous partager vos idées, vos ambitions, vos réflexions pour des projets de base de connaissances. Et nous, ça va aussi nous aider à mobiliser nos partenaires financiers pour nous amplifier notre capacité à accompagner des projets pro bono également. Alors, faut pas avoir peur de parler d'argent, et même quand on n'en a pas, puis on va traverser ça avec vous. Maintenant, pour la phase de réalisation, où là, encore une fois, ça peut être énorme. C'est là, on a travaillé sur des projets de base de connaissances que vous voyez en ligne qui nous ont demandé à notre équipe beaucoup d'heures de travail parce que dans certains cas, c'est nous qui révisions chaque contenu. Des fois, on travaillait à intégrer, transférer toute une bibliothèque d'outils d'un site web vers une base de connaissances. Donc, tout ce travail plus de manutention, c'est pour ça aussi qu'on a des agences de documentation. C'est quelque chose qu'on peut offrir. Puis, typiquement, on va l'évaluer puis l'intégrer à des montages financiers et des demandes de financement quand on prépare l'étape de réalisation. Je repasse le micro à mes collègues. Oui, comment on vous accompagne dans un projet de base de connaissances? D'abord, on vous accompagne dès le début du projet à la réflexion.
à la mise en marche de votre projet. Donc, on va penser avec vous à l'orientation, la finalité, les objectifs à atteindre de la base de connaissances. Y a-t-il de la recherche de financement, de partenaires, qui va s'investir là-dedans? Toutes ces réflexions-là, on va être avec vous. On a un accompagnement en rédaction et aussi en renforcement des capacités en rédaction pour une perspective de diffusion ouverte de savoir. Donc, on va bien entendu, étant donné qu'on est une équipe d'édition, nous allons vous accompagner dans l'édition de vos contenus pour favoriser l'accessibilité de ce contenu-là, la compréhension, puis également la pérennité des savoirs. Puis quand on accompagne en édition, on cible notamment la structure, l'organisation des contenus qui sont atomisés, qui sont aussi interreliés. C'est la force d'une base de connaissances. On va également vous accompagner dans la clarté, la qualité, l'accessibilité de la langue. Et on a un souci pour les stratégies narratives et la mise en récit. D'ailleurs, sur ce point, j'appellerai Alice pour dire quelques mots sur ça. Oui, merci Fred. Tout d'abord, j'essaie d'être cohérente. Je suis foudroyée par un vilain rube, mais j'aimerais essayer d'être cohérente. Donc, ben, grosso modo, c'est que tout le monde est capable de raconter des histoires parce qu'on en raconte à tous les jours. C'est quelque chose qui nous lie les uns les unes aux autres. Donc, utiliser des techniques narratives puis la mise en récit, ça nous aide à être engageants, à connecter avec nos publics cibles dont on parlait un peu plus tôt, puis à sortir de certains paradigmes. Ça peut aussi aider à rendre nos contenus plus accessibles, non seulement en termes de lisibilité, d'engagement, mais aussi parce que les gens sont portés à partager des contenus qui leur parlent et qui les marquent. Et que voilà en ce qui me concerne. Merci. Bon, on arrive à la fin. Avant d'ouvrir la période des questions, on voulait envoyer en rafale plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps de creuser, mais pour vous montrer aussi notre vision à plus long terme, puis de manière assez concrète par rapport aux bases de connaissances. Ben de un, sur le plan technologique, la plateforme Praxis, là, on l'a dit, là, les bases de connaissances sont là depuis le 24 octobre. Donc, elles vont aussi évoluer au niveau de la fonctionnalité, de la recherche, imaginez que c'est la pire version de ce que les bases de connaissances seront. Euh, donc, on est dans une logique vraiment d'amélioration continue avec Praxis. Une des fonctionnalités qui va être possible éventuellement, c'est aussi de lier différentes bases de connaissances. On a juste à Projet Collectif, on a déjà 3 projets de bases de connaissances en cours. Une pour Projet Collectif au complet, une pour notre événement Journée des savoirs ouverts, puis une pour nos plateformes en commun. Donc, on sait que dans plusieurs écosystèmes, il va y avoir aussi plusieurs bases de connaissances spécialisées, mais autour d'une même thématique. Donc, il y aura manière de les mettre de créer des collections de bases de connaissances, ou en tout cas les lier entre elles. Éventuellement, dans les prochaines années, on va aussi permettre d'intégrer en marque blanche des bases de connaissances dans votre site web. Donc, si vous créez votre base de connaissances cette année qui est disponible sur Praxis, mais la même base de connaissances va pouvoir, peut-être dans 1 an ou 2, être sur votre site web sans le logo Praxis dans un sous-domaine, par exemple, savoir, le nom de votre organisation, euh, sans perdre pour autant le caractère lié à l'ensemble des connaissances générées au Québec à travers Praxis. Le graphe de connaissances, bon, sans entrer dans la technique pour l'instant, pour ajouter des contenus sur une base de connaissances, il faut aller se connecter sur Praxis puis publier un contenu. On veut éventuellement que Praxis devienne une ressource décentralisée avec un API pour que les connaissances publiques puissent être interrogées par d'autres logiciels qui vont pouvoir développer des outils de visualisation, de revalorisation de certains contenus. Puis ça va aussi dans l'autre sens. On pourrait imaginer que les connaissances que vous placez en respectant certains formats à travers vos environnements web puissent être intégrées à travers un API vers la base de connaissances. Donc, on n'en est pas là, mais l'idée, c'est de créer un réseau de connaissances décentralisé sur le web derrière cette vision-là. Évidemment, l'intelligence artificielle, les moteurs, les algorithmes de recommandation, tout ça, je pense que vous pouvez facilement imaginer comment ça peut encore plus amplifier la valeur d'une base de connaissances. On a déjà des chantiers de réflexion là-dessus. Notamment, là, on a un projet en ce moment avec Storabol et la SAT sur des expérimentations en intelligence artificielle dans le monde des arts, mais autour de la documentation des savoirs. Puis, on réfléchit là à comment on peut intégrer
de manière éthique, éco-responsable, les outils de cette nature-là dans Praxis et dans nos outils. Donc, ça s'en vient certainement, je pense que c'est incontournable dans les prochaines années. Portabilité des contenus et modèle de soutenabilité, mais on reconnaît aussi que rien n'est immuable dans ce monde. Là. Projet Collectif ne sera pas une organisation éternelle. Euh, et depuis les débuts, on réfléchit Praxis et les autres plateformes en commun comme un commun numérique euh, qui dépasse le projet collectif. Donc, il y a tout un chantier sur la soutenabilité de ces plateformes-là à long terme, sur comment on peut pérenniser, mais aussi éventuellement affranchir ces plateformes-là d'une dépendance à projet collectif, l'OBNL, puis que la communauté puisse s'en assurer un peu comme Wikipédia ou d'autres projets libres dans le monde là, qui ont cette approche-là permet aussi de donner une plus grande permanence ou pérennité à ces projets-là. Puis l'autre stratégie, mais c'est de s'assurer de la portabilité des contenus, que les connaissances sur Praxis puissent être exportables, importables dans d'autres outils en respectant les standards du web. Donc tout ça est dans notre ligne de mire. Donc c'est pour ça que je le mentionne, même si on n'a pas nécessairement le temps d'en parler à fond aujourd'hui. Ça nous amène à notre période de questions. Donc je vais arrêter le partage. Là, il était 46, donc on a un bon 14 minutes pour jaser. Puis, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie soit d'écrire des commentaires, des questions en commentaire, soit lever la main, puis on peut y aller aussi de cette manière-là. Puis je vous inviterais, comme Zoom a l'intelligence de mettre dans l'ordre les gens qui lèvent la main, je vous inviterais à carrément embarquer dans l'ordre où vous levez la main. Donc, on peut y aller, Claudia. Oui, allô, merci pour la présentation. Ma question, c'est quand on prévoit un modèle de base de connaissances en ligne, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme ressources dans le long terme, c'est-à-dire pour entretenir cette base de données-là? Parce que, disons, moi, j'ai un projet de base de connaissances, puis j'essaie aussi de prévoir la pérennité de ce projet-là. Est-ce que le modèle est fait pour être entretenu par la communauté ou est-ce qu'il faut prévoir une ressource, puis c'est quoi le type d'heures ou de temps que ça prend pour entretenir ça dans le temps, là? Est-ce qu'une de mes collègues veut répondre? Ben, c'est sûr que c'est variable, par exemple, parce que ça dépend si vous avez déjà des contenus, si vous prévoyez faire de la captation, puis ajouter des contenus aussi. Donc, ça dépend de l'ampleur. Ça pourrait être évalué si vous nous contactez puis qu'on en discute aussi. Mais je dirais que ça prend quand même une personne pivot. Une bonne façon de fonctionner, c'est d'avoir une personne pivot qui peut être responsable et qui connaît bien la plateforme ou de former son équipe pour que tout le monde puisse contribuer à l'avance. Mais c'est aussi une question d'habitude, je pense, de la documentation, parce qu'une fois qu'on utilise l'outil, on a plus le réflexe de documenter en cours de processus plutôt que d'attendre à la toute fin. Donc, il y a aussi une espèce de courbe de croissance, je dirais, là, dans l'utilisation, dans le sens qu'on commence, il faut plus le planifier. Si c'est des contenus qui n'ont pas été mis sur la plateforme au départ ou qui n'ont pas été pensés pour aller sur la plateforme, ça peut être plus long. Mais si on le prévoit en amont et on développe l'habitude, ça peut aller rapidement. Mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir une personne ressource dans l'équipe qui peut être dédiée à ça et qui peut voir à ce que les contenus soient mis à jour aussi. Parce que quand on crée une base de connaissances, ben, c'est pas comme créer un rapport, etc. On peut toujours mettre à jour s'il y a des nouvelles initiatives, s'il y a des nouvelles choses. Donc, c'est ça. Quand même prévoir une ressource, mais c'est difficile à évaluer en termes d'heures, je dirais. Je ne sais pas si Fred, tu aurais des choses à ajouter là-dessus. Ou... Non, je trouve que c'est vraiment complet, Véro. La CDC des Hautes-Laurentides. On n'a pas votre prénom. Je suis Anne Laroche. Désolée, j'ai oublié de l'ajouter là, dans le bas de l'image. Je voulais juste valider ma compréhension. Projet collectif, c'est un organisme sans but lucratif avec un modèle économie sociale. Puis, c'est votre organisation qui a développé la plateforme Praxis, c'est ça? C'est bien Oui, ça. dans le fond, projet Fait que la collectif, plateforme, elle vous appartient, puis vous soutenez, mettons, les organismes qui voudraient comme publier sur cette plateforme-là pour que, selon certains critères, là, pour qu'il y ait une qualité là, dans l'information qui va rayonner par après. C'est ça? J'ai-tu bien Ben, compris? oui, ben, Vous avez en gros, frappé. effectivement. Je peux peut-être amener quelques nuances. Là. Projet collectif, on est un OBNL
qui a été créé avec un large mandat là, de soutenir différents écosystèmes à travers la société autour de la mise en commun et du partage des savoirs. Donc, on a 400 membres là, dans plein de secteurs qui ont été à l'origine de la création de l'organisation. On est, on est soutenu par des partenaires, en particulier la Fondation Lucie André Chagnon. Euh, on développe différents projets qui se veulent les plus structurants possibles pour cette vision-là d'une société des savoirs ouverts, d'une société québécoise où les savoirs circulent mieux pour briser les silos, faciliter la collaboration. Donc, il y a différents projets structurants que nous portons. On a une équipe qui est l'équipe en commun qui travaille à développer les plateformes en commun. Les plateformes en commun ne nous appartiennent pas. Ce sont des logiciels libres qui appartiennent à l'humanité, au bien commun, mais que nous avons initiés. Puis en ce moment, c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc, c'est nous qui en prenons soin de ce commun numérique-là. Mais c'est pas de nos plateformes. C'est vraiment... il y a déjà plus de 10 000 personnes à travers des milliers d'organisations au Québec qui l'utilisent comme plateforme de partage pour leurs connaissances. Puis il y a encore plus de monde qui consulte Praxis et les autres plateformes pour accéder à des savoirs utiles dans leur travail. Donc, pour nous, c'est plus un leg à la société québécoise qu'on a incubé dans notre organisation. Puis, donc ça, c'est l'équipe dans le commun qui travaille à faire évoluer la plateforme, et notamment Joël ici, qui est mon co-DG, qui s'occupe de diriger cette équipe-là. Puis, il y a l'équipe d'édition qui, elle, effectivement, on sait qu'il y a énormément de besoins d'accompagnement éditorial en mobilisation des connaissances, en organisation des contenus. Notre équipe n'est pas basée sur Praxis. Là. Comme je disais au début, on est agnostique côté numérique en tant qu'équipe d'édition, mais pour les bases de connaissances, on utilise la plateforme Praxis. On aurait pu décider de faire autre chose avec WordPress ou autre, mais on utilise Praxis. Puis, pour pouvoir mettre à l'échelle notre service d'accompagnement éditorial, on ne peut pas uniquement se baser sur du financement philanthropique ou public. Donc, c'est pour ça qu'on développe un modèle un peu hybride avec une offre en mode économie sociale et aussi un programme pro bono pour rendre accessible le service à des acteurs qui n'auraient pas les moyens de se payer, essentiellement. Ok, merci pour cette réponse élaborée, éclairante. Je la découvre aujourd'hui, vraiment. Ouais. Ouais. Mais c'est une jeune plateforme, mais qui a un gros momentum depuis la dernière année. De plus en plus d'acteurs l'utilisent pour partager leurs connaissances et pour accéder aux savoirs qui sont utilisés là. Est-ce qu'on a une autre question? Mais ça n'a pas besoin d'être une question. Ça peut être un retour d'impression ou moi, je serais curieux s'il y a quelqu'un qui veut même voir comment ça résonne dans son milieu, pour elle ou lui, cette perspective de base de connaissances ouverte sur le web. C'est tellement clair qu'on personne n'a... Ben, je pourrais peut-être me lancer plus un commentaire ou un souhait. Nous, on rêve d'une base de connaissances, puis on se demande si vous pourriez nous guider éventuellement, puis je pense que ça pourrait être utile pour d'autres. Je ne suis sûrement pas la seule organisation qui rêve d'une base de connaissances, mais le chemin à parcourir, tu sais, on y rêve, on ne sait pas trop, ça va-tu être demain, ça va-tu être après-demain, ça va-tu... Mais on a-tu déjà des bonnes pratiques qu'on pourrait adopter dès maintenant? Nous autres, on a commencé des carnets, des notes. Fait on aimerait ça comme y aller par étapes. Puis ce serait peut-être oui. de votre part de nous suggérer là, quelques bonnes pratiques à adopter dès maintenant. Comme ça, ben, c'est ça. On cheminerait dans le bon sens. C'est un souhait. Vas-y, Véro. Je peux peut-être me lancer parce que j'ai consulté récemment vos contenus et moi, je trouvais que vous avez déjà des super bonnes pratiques. Vous avez déjà beaucoup de contenu sur Praxis, puis même, je pense qu'on a utilisé un de vos carnets dans nos slides comme exemple. Mais par rapport aux bonnes pratiques, je dirais de se lancer aussi dans la rédaction de notes. Parce que souvent, on a le projet de faire une base de connaissances, puis on le voit comme un espèce de gros projet qui va être long. Mais en fait, si vous, comme par exemple dans le cas de Présage, vous avez déjà des contenus sur la plateforme, ces contenus-là, ils ne seraient pas à réinventer. Ils seraient probablement à structurer, à lier, peut-être à organiser différemment. Mais si vous avez des contenus puis que vous avez déjà une habitude de documenter les projets au fur et à mesure, de réfléchir à ce que vous allez documenter en termes de notes découpées, de contenus découpés, de contenus qui vont être liés, en termes, on fait un peu plus comme sur Praxis. Si vous avez déjà une base, ça vous permet de vous mettez la base à votre base. On fait de l'accompagnement de certains projets
qui sont en train de chercher du financement, qui sont en train de regarder, mais qui travaillent à créer déjà le contenu parce que là, ils travaillent sur un projet en particulier. Ils travaillent à mettre le contenu sur Praxis dans un premier temps. Donc, c'est un rêve qui, selon moi, se découpe en de multiples petites étapes. Puis peut-être de commencer en équipe, je dirais, à réfléchir à l'usage de cette base-là. Tu sais, qui consulte vos contenus maintenant, à qui ça s'adresse vraiment, puis qui vous rejoignez maintenant avec vos contenus, puis que vous aimeriez rejoindre. Parce que, tu sais, c'est un des premiers pas qu'on va faire avec vous dans l'accompagnement, ça va être de voir c'est quoi le but de votre plateforme. Vous pouvez parler à différents publics, c'est correct, mais il faut identifier déjà à qui on parle, puis c'est quoi qu'on veut faire exactement, tu sais, c'est quoi notre objectif. Donc, c'est souvent la partie qui est quand même assez longue à déterminer parce qu'on pourrait faire plein de bases de connaissances sous plein d'angles. Donc, de choisir ce qui est plus pertinent pour vous, tout en sachant que la base de connaissances, elle peut évoluer dans le temps. Puis Praxis, l'avantage, c'est que c'est aussi une forme qui est très modulable. On peut explorer différentes structures puis restructurer le contenu. Mais de penser déjà à comment on va organiser le contenu en amont, ça peut vraiment faciliter le travail après. On a aussi des ressources sur Praxis. On n'a pas terminé de les rédiger, mais peu à peu, on bonifie un carnet qui s'appelle Bonnes pratiques de rédaction. Un carnet sur les bonnes pratiques de rédaction de Savoir Ouvert ou sur Praxis. Donc, c'est ça, il y a quand même on partage certaines bonnes pratiques selon nous. Donc, ça peut être des contenus à consulter. Il était 58. Moi, je pense qu'on a le temps pour une dernière intervention. Mais peut-être qu'on a besoin de finir plus tôt aussi pour s'il y a des gens qui ont des rencontres à 13 heures. Mais n'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui veut rester s'exprimer une dernière fois. Alors, ben, je note que personne ne lève la main. Donc, merci d'avoir été là ce midi. Évidemment, ben, comme on disait au début, là, on va envoyer par courriel dans les prochains jours le contenu qu'on a partagé ce midi. Puis, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'êtes pas sûr que vous êtes prête à développer une base de connaissances. L'approche par petits pas est une bonne approche aussi.